Bonjour à tous, nous continuons notre cours La lumière et son en présentant la partie 2 et notre propriété de la lumière, il s'agit de la diffraction de la lumière. حيود موجة ضوئية. En effet, la diffraction est un phénomène naturel qui résulte de la collision d'ondes lumineuses avec un obstacle, comme il est montré ci-contre. En conséquence, ces ondes sous-courbes formant autour des obstacles auxquels elles font face et commencent à se propager à travers une fente. Comme il est montré sur la photo ci-contre, il y a une source lumineuse monochromatique qui produisent une lumière. Alors cette lumière à travers une fente soit verticale ou bien horizontale, on obtient sur l'écran des taches lumineuses qui se séparent par des espaces sombres comme il est montré, et bien sûr entre le centre bien sûr d'une tache lumineuse et le centre d'une tache sombre représente la distance L. Et aussi l'angle, comme vous voyez, c'est θc, et on a aussi la distance entre l'écran et la fente. Si bien sûr la fente est bien sûr verticale ou se forme d'un trou, on obtient bien sûr des cercles comme il est montré bien sûr sur la photo ci-dessous. Des cercles bien sûr qui ont théorie bien des cercles sombres. Dans ce cas, lors de la diffraction de la lumière, il est utilisé pour mesurer les dimensions d'un objet en appliquant bien sûr la relation L égale à 2 lambda multiplié par D sur bien sûr le diamètre de la fente. Et on va bien sûr expliquer ou bien démontrer cette relation lors de la séance du cours. Alors, cette relation, comme j'avais dit, elle est permis bien sûr de mesurer par exemple l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire on fait projeter de la lumière sur un cheveu et bien sûr on peut obtenir des bandes ou bien des taches lumineuses et à partir de ça on peut mesurer la distance L et on peut déduire bien sûr la dimension, c'est-à-dire l'épaisseur du cheveu, c'est A. Aussi, il peut utiliser dans le domaine des rayons X pour des objets à l'échelle atomique, c'est-à-dire on peut déterminer l'arrangement des atomes dans un système cristallin, aussi déterminer la structure moléculaire des complexes en biologie, etc. Alors, en se basant bien sûr sur ce principe, on peut l'appliquer dans différents domaines pour des essais ou bien des mesures utiles. Passons maintenant à ce qu'on appelle la relation entre la lumière et les couleurs des objets. Une activité, bien sûr, comme il est montré dans la photo, elle consiste, bien sûr, à faire projeter de la lumière de différentes couleurs et de voir la visibilité de différentes taches qui ont des couleurs différentes. Comme il est montré, bien sûr, sur la photo, lorsqu'il y a par exemple à gauche, lorsqu'on éclaire, bien sûr, ces taches de couleurs différentes, avec une lumière jaune, on voit bien sûr que là, bien sûr,
la lumière jaune, etc. Lorsqu'on par exemple du bleu, on voit que les bleus, et ainsi de suite. On remarque, bien sûr, que les couleurs des objets varient selon la nature et ou la source et la couleur de la lumière d'éclairage, comme il est montré sur les photos. C'est-à-dire, comme j'avais dit, qu'il y a bien sûr, lorsqu'on par exemple projette une lumière rouge, on voit que, bien sûr, le rouge, le jaune et le bleu. Pour les autres, bien sûr, n'est pas observé. Et comme dans le cas, bien sûr, lorsqu'on projette ou bien utilise une lumière blanche, bien sûr, il y a apparition de tout genre de couleurs. En effet, aussi, un objet blanc prend toujours la couleur de la lumière d'éclairage, car il la disperse. Comme vous voyez, la couleur, lorsqu'on éclaire par le jaune, il prend la couleur du jaune. Lorsqu'on, par exemple, fait l'éclairage par le bleu, il prend le bleu, etc. Ça concernant les objets blancs. Aussi pour les corps noirs, conserve sa couleur, comme il est montré, comme vous voyez sur les images, que le noir, c'est-à-dire schématisé par la lettre N, il est toujours noir, c'est-à-dire il garde, bien sûr, il garde ça. En conclusion, la couleur d'un objet donné est la couleur de la lumière qu'elle réfléchit. C'est-à-dire, lorsqu'on a un objet rouge, lorsqu'on fait l'éclairage, elle absorbe toutes les lumières ou bien toutes les couleurs, sauf elle réfléchit la lumière rouge, etc. S'il absorbe bien sûr toutes les couleurs, elle apparaîtra noire, comme dans bien sûr, la manipulation. Aussi, la couleur d'un objet n'est pas seulement liée à sa couleur, mais également à la couleur de la lumière d'éclairage, quand on a vu, bien sûr, sur l'expérience, car une dispersion sélective se produit, c'est-à-dire, il, bien sûr, soit, comme on a déjà vu, soit il absorbe toutes les couleurs, ou bien toutes les lumières de couleurs différentes, sauf qui est convenable, ou bien qui est à la même ou similaire à sa couleur. De sorte que l'objet, bien sûr, prend la couleur de la lumière qu'il disperse. Alors, comme j'avais dit, la couleur d'un objet, et bien sûr, c'est qu'il absorbe toutes les couleurs, sauf la couleur qui le caractérise. Passons maintenant à une autre propriété. Il s'agit de synthèse additive des couleurs. Comment? Nous utilisons trois sources lumineuses de couleurs principales ou primaires, comme il est montré sur la photo, rouge, vert et bleu. Et nous éclairons un écran blanc avec elles, comme il est montré bien sûr dans la photo. Comme vous voyez, il y a bien sûr addition de deux couleurs. Par exemple, lorsqu'on additionne bien sûr le vert avec le rouge, il nous donne le jaune. Et aussi lorsqu'on additionne les deux autres couleurs. Alors on peut observer et conclure lorsque les trois lumières se combinent, comme il est montré sur la photo, on obtient une lumière blanche, comme il est bien sûr indiqué sur l'écran. Comme vous voyez la combinaison de trois couleurs, vert, rouge et bleu. On peut conclure que la synthèse additive des couleurs est le procédé consistant à combiner les lumières de plusieurs sources colorées dans le but d'obtenir une lumière colorée quelconque dans un gamme déterminé, c'est-à-dire la combinaison
soit au moins de deux couleurs comme on a déjà vu, bien sûr, soit du couleur bien sûr principal ou complémentaire. Le gamis ou gamme de couleurs est l'ensemble des couleurs qu'un dispositif permet de produire, comme par exemple la télévision, l'ordinateur, on peut bien sûr l'appeler du gamme de couleurs. Passons à ce qu'on appelle synthèse soustractive des couleurs. Dans ce cas, nous prenons trois filtres avec deux couleurs, bien sûr complémentaires qu'on a déjà obtenus, le cyan, magenta violet et le jaune. Et les faisons bien sûr se combiner comme le montre la figure ci-contre. Il y a la combinaison, comme vous voyez, bien sûr, des couleurs complémentaires. Alors, bien sûr, on voit qu'il y a naissance d'autres couleurs, comme la combinaison de trois couleurs, bien sûr, cyan, magenta et jaune, de 3, permet une absorption complète de la lumière, entraînant l'apparition d'une tache noire, c'est-à-dire la combinaison des trois donne naissance de la couleur ou bien d'un point noir. Aussi, la superposition de deux couleurs, on obtient une couleur primaire, c'est-à-dire on revient à l'état initial. En effet, la superposition des deux couleurs cyan et magenta produit une lumière bleue, comme vous voyez sur la photo. Aussi, la superposition des couleurs cyan et jaune donne une lumière verte. Et la superposition de jaune et magenta ou bien violet donne la lumière rouge. Ça, bien sûr, elle donne la combinaison de deux couleurs ou la soustraction de deux couleurs, c'est-à-dire on fait partir ou bien on part d'une couleur secondaire ou complémentaire, on peut revenir aux couleurs primaires. Comme conclusion de cette partie, bien sûr, les lumières de couleur jaune, cyan et magenta sont appelées lumières complémentaires. En fonction d'eux, nous obtenons des lumières de base, comme on a déjà vu, primaires, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu. Et la combinaison de trois lumières de couleur complémentaires absorbe la lumière blanche, donnant lieu à une tache noire. C'est-à-dire, en rappelant que, bien sûr, l'addition de trois couleurs primaires donne naissance d'une tache blanche, et la soustraction, ou bien de trois, ou bien la combinaison de trois lumières complémentaires donne naissance d'une tache noire. Ça, ce phénomène, bien sûr, s'appelle synthèse soustractive des couleurs. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours, le son ou onde sonore ou onde acoustique. Dans cette partie, en se basant aussi sur les objectifs d'enseignement d'apprentissage, on peut aboutir ou bien adopter le plan suivant. On verra la définition des ondes sonores. On peut savoir aussi les propriétés des sons, à savoir la réfraction, réflexion d'ondes sonores et aussi le fonctionnement de l'audition et aussi de savoir de propriétés la dispersion et la diffraction d'une onde sonore.
Nous commençons par la définition d'une onde sonore. Alors le son ou l'onde sonore, onde acoustique, est une onde mécanique qui nécessite un milieu matériel élastique et déformable pour se propager. Comme on a déjà cité précédemment, que l'onde mécanique a besoin d'un support physique. Dans ce cas, il y a bien sûr propagation de l'énergie sans propagation de la matière. Comme c'est-à-dire comme on a vu pour la propagation d'une onde d'une corde. Alors, il y a bien sûr propagation de la déformation sans propagation, bien sûr, de la courbe. L'acoustique, ou bien le mot acoustique, est la science qui étudie le son. Alors, le son, contrairement aux ondes lumineuses, ne se propage pas dans le vide. Alors, le passage de l'onde induit des zones de détente et de compression. Comme il est montré dans la photo, il y a bien sûr des ondes compressées ou bien des ondes compressées. Il y a, comme vous voyez, des particules sont condensées et aussi des particules ou des points sont éloignés, c'est-à-dire une détente. Alors ça, c'est ou bien la propagation d'une onde sonore. Il s'agit bien sûr de la propagation des compressions, comme il est montré, et bien sûr, les compressions sont schématisées par des maximums et les détentes se présentées par, bien sûr, des minimums, comme il est indiqué dans la photo. Aussi, l'onde sonore est la propagation d'une déformation qui provoque localement des variations de pression et d'oscillation des molécules autour de leur position d'équilibre. Alors les molécules ou bien des particules, il est schématisé dans la figure par des points. Alors l'onde sonore est longitudinale. Comme vous voyez, il y a la propagation de la déformation, comme vous voyez sur la photo, il est parallèle à la direction, bien sûr, de propagation. Contrairement à l'onde lumineuse qu'on a vu qu'il est transversale. Ici, c'est une seule aile. Voilà. Alors, les ondes sonores aussi sont émises par une source, c'est-à-dire comme voix humaine, instruments de musique, etc., et mise en évidence par un récepteur, comme l'oreille humaine ou animale au sonomètre. Elles sont caractérisées par leur fréquence et ils se répartissent en 3 bandes. Alors, les ondes sonores, bien sûr, comme on a dit, elles ont besoin bien sûr, de la source, ou bien des émetteurs, et aussi d'un récepteur. Il y a aussi ce qu'on appelle les infrasons, dont la fréquence est inférieure, bien sûr, à 20 Hz. Elles ont une capacité de se propager à de grandes distances dans l'air, comme dans l'eau ou bien à travers le sol. On verra par la suite que la vitesse de propagation, bien sûr, dépend de la nature du milieu ou bien l'état physique. Elles sont audibles par certains animaux, comme les éléphants, qui permettent bien sûr de communiquer entre eux jusqu'à 10 km. Ça, ce qu'on appelle les ondes infrasons. On peut citer aussi les sons audibles, c'est-à-dire dans la fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz.
Bien sûr, ils sont audibles par l'oreille humaine et sont compris, comme on a déjà vu, entre 20 et 20 000 Hz ou 20 kHz. Les sons de base, ou bien de basse fréquence, sont les sons graves. Et les sons aigus sont les sons de haute fréquence. On peut aussi trouver les ultrasons dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Elles sont audibles par les chauves-souris, les chats, les dauphins, etc. Alors la figure ci-dessus, bien sûr, représente le champ auditif humain qui est entre 20 et 20 kHz et aussi les ultrasons dont la fréquence supérieure à 20 kHz et les infrasons d'un تحت صوتية inférieurs à 20. Dans ce cas, on trouve bien sûr le fond, le top, etc. Et aussi, comme vous voyez, les chats et les chiens, bien sûr, elle fait partie de notre champ auditif. Et aussi, il peut entendre jusqu'à 40 kHz. Et les dauphins aussi, jusqu'à 160 kHz. Voilà, ça, c'est la zone, ou bien les différentes zones ou les différentes bandes du son. Passons maintenant au calcul de la fréquence et de la période. Nous avons vu bien sûr que l'onde sonore est une onde de pression longitudinale, comme on a déjà vu, ou bien que la direction de la propagation est parallèle à la direction de la déformation et que les molécules vibrent dans la direction de propagation de l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a déplacement de l'énergie sans déplacement de la matière. Aussi, on peut définir la longueur d'onde et sa fréquence et sa relation avec la vitesse comme on a vu pour, bien sûr, l'onde lumineuse. Bien sûr, la longueur d'onde, c'est la vitesse fois la période ou bien la vitesse sur la fréquence, dont lambda représente bien sûr la longueur d'onde qui est la distance parcourue par onde pendant une période t, c'est-à-dire lorsqu'il y a une variation de l'amplitude avec la distance et la longueur, on peut déterminer graphiquement la longueur d'onde qui représente la distance entre deux extrêmes. V bien sûr correspond à la vitesse de propagation de l'onde dans les milieux. On verra bien sûr qu'il va dépendre de la nature et de l'état physique du milieu. Et bien sûr la période comme la fréquence représente le temps entre deux extrêmes lorsqu'il y a une représentation graphique de l'amplitude en fonction du temps et bien sûr la fréquence ou bien la période c'est l'inverse de la fréquence. Passons maintenant au type de son. On peut distinguer trois types de son. On a ce qu'on appelle le son pur, le son simple, correspond à une onde sinusoïdale plane dont la fréquence et l'amplitude maximale sont constantes au cours du temps, c'est-à-dire il y a propagation planaire de cette onde et dont la fréquence et l'amplitude restent constants avec le temps. C'est-à-dire comme exemple, bien sûr, le son du diapason. Alors le diapason, bien sûr, il est utilisé pour les médecins pour mesurer, bien sûr, l'intensité du son. On peut citer aussi les sons complexes. Contrairement aux sons simples, il est bien sûr que la plupart des sons que nous percevons dans notre environnement
sont complexes. Ça veut dire elles sont composées de plusieurs sons simples de fréquences et d'amplitudes différentes, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs sons purs. Dans ce cas, on peut distinguer bien sûr deux types de sons complexes. Son complexe périodique, dont bien sûr c'est la somme de fonctions sinusoïdales de fréquences multiples entières d'une fréquence dite fondamentale, comme l'harmonique, flûte, le son d'une guitare, etc. Alors dans ce cas, bien sûr, la variation est périodique. Et aussi les sons complexes non périodiques, ou appellent aussi les bruits, comme le son des tambours lorsqu'on, bien sûr, fait battre un tambour. Bien sûr, ça, ce sont de nature complexe. Le troisième type de son sont les bruits, qui sont du son aussi complexe, produits par des vibrations aléatoires des molécules d'air. Alors, le bruit est un phénomène à la fois physique, lorsqu'il y a bien sûr émission et propagation de l'onde sonore, ou physiologique, réception et traitement de l'onde par le système auditif. C'est-à-dire, on peut trouver le bruit bien sûr de nature physique ou de nature physiologique. Alors, concernant les tubes de source sonore, on peut citer trois types. Les émetteurs, qui sont bien sûr du système mécanique, comme instruments de musique, cordes vocales, haut-parleurs. Dans ce cas, l'émetteur émet souvent un son complexe. On va dire la première source. La deuxième source, c'est les résonateurs. Ce sont des appareils qui se mis à une excitation unique, se mettent à vibrer selon une fréquence que leur et bien sûr que leur son est propre. Dans ce cas, bien sûr, comme d'accord lorsqu'on tire une corde, soit les cordes bien sûr d'une guitare, bien sûr lorsqu'on libre, on peut entendre bien sûr des résonances, c'est-à-dire bien sûr rannanet. Aussi, la troisième source sonore suit la cavité buccale, c'est-à-dire la présence des cavités. Elle présente une structure aussi de nature complexe, mais curieusement, ses propriétés acoustiques sont assez proches de celles d'un modèle simple, c'est-à-dire type de son simple, c'est-à-dire comme bien sûr les chanteurs d'opéra, bien sûr, elles utilisent ce type de source lors des chansons. Voilà, ça c'est concernant les trois types de sources sonores. On définit aussi ce qu'on appelle la vitesse ou bien la célérité des sons, que la note ou bien que la note par V ou C relative à la célérité. Alors la vitesse d'une onde acoustique dans les matériaux bien sûr est appelée célérité. Dans un milieu homogène, ça veut dire qu'il constitue de la même matière, la vitesse du son est constante. Elle ne dépend pas de l'amplitude des vibrations sonores et aussi de la fréquence. On admet bien sûr que le milieu est non dispersif. On verra par la suite c'est quoi le phénomène de dispersion pour le son. Aussi, la célérité dépend de la nature, c'est-à-dire la composition chimique des milieux
et aussi de l'état physique, c'est-à-dire solide, liquide ou gazeux, bien sûr aussi de la température et de la pression du milieu. Alors comme le montre bien sûr le tableau suivant, le son se propage dans n'importe quel support physique avec des vitesses différentes. Comme vous voyez bien sûr sur le tableau, il y a trois états physiques. Concernant bien sûr les solides, vous voyez que la vitesse est trop grande. Lorsqu'on passe bien sûr à l'état liquide, il devient relativement petite et aussi lorsqu'on passe à l'état gazeux, il devient trop petit en comparant avec la vitesse dans les solides. Alors qui est bien sûr la vitesse qui est de l'ordre de 340 mètres par seconde dans le milieu bien sûr de propagation l'air. Alors ceci bien sûr est expliqué par la distance entre les particules. On verra bien sûr pour le cours de la matière que les particules sont très proches dans le cas des solides que dans les cas des liquides, que dans les cas bien sûr des gazeux. C'est pour cela bien sûr que la vitesse, la transmission ou bien le transfert du son d'une particule à une autre, il est bien sûr plus grande pour les solides que dans les liquides que dans les gaz. Voilà, ça c'est une explication bien sûr de cette variation de la célérité selon l'état physique de support physique. Aussi, il y a une autre propriété, il s'agit de l'intensité du son. Alors l'intensité acoustique est exprimée souvent en décibels par rapport à la limite de perception. Alors dans ce cas, aussi on peut dire que l'intensité acoustique est la puissance d'une onde sonore par unité de surface, alors que le niveau de référence des décibels acoustiques est de l'ordre de 10 à la puissance moins 12 watts par mètre carré, ou bien autrement dit 1 picowatt par mètre carré. On a vu bien sûr cette unité pour les distances pour les picomètres. Aussi que la valeur de référence c'est bien sûr c'est 0 décibel qui représente 2 10 à la puissance moins 5 pascal ou bien 20 micropascal, c'est-à-dire le micro bien sûr elle est de l'ordre de 10 à la puissance moins 6. La figure bien sûr 50 représente les niveaux sonores en décibels. Comme vous voyez bien sûr, il y a le classement du risque du son selon l'intensité. Ce qui est en vert, qui est de l'ordre, bien sûr, il y a le seuil de perception qui est 0 décibel. Comme vous voyez, la zone verte qui se tend de 0 à 80, il n'y a pas de risque. On peut distinguer bien sûr les voix normales, les voix chuchotées et aussi les voix dans la cour de récréation. Entre 80 et 90, il y a la limite de nocivité. Après, ou bien entre 90 et 115, il y a aussi danger, c'est-à-dire le son nocif
on peut trouver bien sûr marteau, piqueur. C'est pour cela que les employeurs mettent bien sûr des casques, parce que le son dans ce cas devient relativement dangereux. Et à partir de 115 et plus, jusqu'à par exemple 148 plus, bien sûr ce sont des sons exceptionnels, c'est-à-dire dommages irréversibles. Dans ce cas, on peut, comme exemple, l'avion au décollage. C'est-à-dire, il crie bien sûr des dommages qui est irréversible, c'est-à-dire on ne peut pas récupérer les dégâts. Ou alors ça, bien sûr, comme vous voyez, le classement des dangers du son ou bien d'ondes sonores selon l'intensité qui est en décibels. Passons maintenant au fonctionnement de l'audition. Bien sûr, cette partie n'est pas présentée dans la séance du cours, bien sûr, grâce au temps. Bien sûr, le fonctionnement de l'audition résulte, bien sûr, de la coordination ou bien la combinaison entre les différents éléments qui constituent l'oreille humaine. Alors, notre système auditif se compose de trois parties. Ce qu'on appelle l'oreille externe, aussi suivi de l'oreille moyenne, qui se compose bien sûr des tampons, le marteau, l'enculum et l'étrier, et aussi la partie interne constitue l'oreille interne qui se compose de la clochée, canaux semi-circulaires, les nerfs vestibulaires, les nerfs faciaux et les nerfs auditifs. Bien sûr, le son passe à travers ces trois parties. Bien sûr, dans chaque partie, il y a bien sûr un enchaînement d'événements qui passent. Alors, bien sûr, ce fonctionnement à travers ces trois parties, en commençant par l'appareil de réception, c'est l'oreille externe. Elle se constitue bien sûr des pavillons qui a pour fonction de capter les ondes sonores, les ondes mécaniques, comme une parabole, et du conduit auditif chargé d'acheminer le son vers la seconde partie de l'oreille, c'est-à-dire vers l'oreille moyenne, qui joue le rôle de l'appareil de transmission, c'est-à-dire l'irsal. Bien sûr, cette partie, elle se constitue, comme on a déjà vu sur la photo, du tympan et de la chaîne des oscillettes qui se compose bien sûr du marteau, l'enclume et l'étrier. Leur rôle est de capter un son aérien, c'est-à-dire qu'il provient de l'air, et de le convertir en vibration solidienne, c'est-à-dire le bruit passe par la structure de l'oreille. C'est-à-dire dans ce cas, il y a bien sûr la conversion des ondes sonores en vibration solidienne. Par la suite, cette vibration solidienne, elle passe bien sûr à l'oreille interne qui joue le rôle d'un appareil de perception. À l'intérieur de cette partie, c'est-à-dire à l'intérieur de la clochée, de la cochlée, on trouve l'organe de Corti, qui joue bien sûr un rôle déterminant dans la transmission du son au cerveau. C'est-à-dire, elle la convertit bien sûr aux ondes électromagnétiques. Ça forme bien sûr des signes électriques. Les cellules bien sûr ciliées, qui ont environ 15 000 cellules, baignent dans la périlymphe qui permet la conversion d'une vibration qui provient bien sûr de l'appareil de transmission en message nerveux. Son codage, bien sûr, contient la fréquence, l'intensité,
ainsi que la composition du son et sa source d'émission. Comme j'avais dit, il y a bien sûr la conversion des vibrations solidiennes en signes électriques et bien sûr ce sont des ondes électromagnétiques qui ont une fréquence, intensité et bien sûr le cerveau a permis de décoder ces informations. Voilà ça c'est une idée bien sûr sur les trois parties de l'oreille comme on a déjà vu l'appareil de réception, de transmission et aussi de perception. Alors ça représente l'enchaînement bien sûr ou la conversion d'une onde aérienne en onde électromagnétique. Passons maintenant à quelques, bien sûr, propriétés ou caractéristiques de l'onde sonore. Nous commençons par les deux phénomènes de réfraction et de la réflexion, comme on a déjà vu, bien sûr, pour les ondes lumineuses. Par analogie, on peut décrire les deux, bien sûr, les deux lois ou bien les trois lois de Descartes en remplaçant bien sûr comme j'avais dit par analogie l'indice ou bien les indices de réfraction par les vitesses sonores ou bien les célérités de l'onde acoustique. Alors aussi l'onde acoustique comme l'onde lumineuse suit le même processus de réflexion et de réfraction. Alors dans ce cas, pour la réfraction, bien sûr, on peut aboutir à la loi suivante, ou bien la troisième loi, que C1 sinus θ I est égal C2 sinus θ R, c'est-à-dire pour bien sûr, la réfraction, avec, bien sûr, θ I est l'angle d'incidence, θt ou bien θr est l'angle de réfraction ou transmission et bien sûr θr est l'angle de réflexion. Lorsqu'on a bien sûr phénomène de réflexion, dans ce cas θi égale à θr. Et aussi C1 et C2 sont respectivement les célérités des sons dans les deux milieux, c'est-à-dire comme dans la photo, il y a bien sûr le milieu de célérité C1, milieu 1, et C2, ou bien le milieu 2, avec une célérité C2. Bien sûr, il y a changement de la nature du milieu, et aussi, par exemple, dans ce cas, l'état physique, c'est-à-dire on passe de l'air vers un autre état solide. Dans ce cas, comme j'avais dit, on peut retirer, bien sûr, qu'il y a égalité entre l'angle d'incidence et l'angle de réfraction, de réflexion, et aussi la multiplication entre la vitesse et sinus de l'angle, soit de l'incidence, égale bien sûr la multiplication de la célérité du milieu 2 fois, ou bien sûr, sinus de l'angle de réflexion ou bien de transmission. Alors c'est par analogie comme les lois de Descartes pour les ondes lumineuses. Alors qu'il y a ici quelques applications concernant les ondes sonores, l'une des applications les plus importantes, c'est la réflexion ou le phénomène d'écho, SADA, c'est-à-dire lorsqu'il y a bien sûr émis une onde sonore, il subit à plusieurs réflexions. Ce phénomène s'appelle phénomène d'écho, dont la durée est d'environ de 2 secondes, et bien sûr après amortissement de l'onde. Alors ce phénomène, il est utilisé par les chauves-souris qui rebondissent lorsqu'ils entrent en collision avec sa proie et l'écho la guide vers son emplacement.
Et aussi, les dauphins, comme vous voyez sur la photo, utilisent bien sûr ce type d'onde pour déjeuner. Et aussi, il est utilisé par, comme vous voyez aussi, par les navires sous-marins lorsqu'ils, bien sûr, rencontrent, bien sûr, des obstacles et, bien sûr, il va changer la direction grâce à l'effet de ICO. Et aussi, utilisable, quelques appareils, bien sûr, utilisent aussi le sonar, qui sont bien sûr les propriétés particulières de la propagation des sons dans l'eau pour mesurer la profondeur des mers et des océans. Dans ce cas, bien sûr, pour un navire ou bien un bateau, il émet ce type sonar ou bien onde sonore. Bien sûr, elle rebondit bien sûr la profondeur ou la terre et elle revient, c'est-à-dire que la distance multipliée par 2. Bien sûr, pour mesurer la profondeur en utilisant bien sûr la vitesse et le temps nécessaire pour aller-retour ou bien la réflexion de l'onde. Et c'est pour cela qu'elles ont arrivé à mesurer la profondeur des océans et aussi des mers. Comme les ondes lumineuses, aussi les ondes acoustiques ont le phénomène de la diffraction. Ce phénomène se produit lorsqu'une onde rencontre dans le même milieu de propagation, c'est-à-dire on ne change pas la vitesse, une ouverture ou un obstacle de faible dimension par rapport à sa longueur. Ça veut dire que la longueur d'onde est plus supérieure soit à la fonte ou bien à la dimension de l'obstacle. Dans ce cas, on observe un étalement de direction de propagation de l'onde, ou bien change, comme vous voyez, un changement sur la géométrie. Cet étalement produit une figure composée de franges alternativement intenses et peu intenses. Comme vous voyez ici sur les photos, bien sûr, il y a l'onde incidente, comme dans le schéma, et on obtient lorsqu'elle traverse une ouverture ou bien un obstacle, il y a bien sûr changement soit de la géométrie ou bien garde sa géométrie à condition que la longueur d'onde est supérieure à la dimension ou bien le diamètre de l'ouverture. Comme vous voyez aussi, il y a la distance entre deux lignes successives représente la longueur d'onde. La deuxième figure qui est au centre, il y a changement aussi de la géométrie, c'est-à-dire on part des lignes parallèles à des lignes bien sûr circulaires. Et il y a aussi, comme vous voyez, conservation de la longueur d'onde entre bien sûr l'onde incidente et l'onde diffractée. Et aussi soit de la même manière lorsqu'elle rencontre un obstacle. Passons maintenant à la dispersion des ondes. Le tableau suivant représente les valeurs des vitesses de propagation des ondes acoustiques dans l'air à une température 20 Celsius pour différentes fréquences. C'est-à-dire on fait varier la fréquence et on détermine la vitesse de propagation d'une onde sonore dans l'air. Alors en consultant ce tableau, on remarque bien sûr que la vitesse reste constante lors de la variation de la fréquence de 20 Hz à 16 kHz. Dans ce cas, on peut dire que la fréquence d'une onde sonore
n'affecte pas la vitesse de sa propagation. Alors, on peut dire ou conclure que l'air est un milieu non dispersif des ondes sonores. Comme conclusion et définition, on dit qu'un milieu est dispersif, bien sûr, si la vitesse de propagation des ondes au sein de ce milieu est liée à sa fréquence. Alors ça, c'est une conclusion. Lorsqu'il, bien sûr, la vitesse va dépendre de la fréquence, on dit, bien sûr, que le milieu est dispersif. Et dans le cas contraire, le milieu est non dispersif. Merci de votre attention et je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine cours, Inch'Allah.